ceasefire agreement between Rwanda and the Democratic Republic of Congo, today's news delves into the protracted conflict. Dear televiewers, welcome. The ceasefire agreement between Rwanda and the Democratic Republic of Congo was signed on July 31, 2024 in Rwanda under the mediation of Angolan President João Lourenço. The ceasefire announcement was made during the second meeting of the foreign affairs ministers of the two countries, and it has been welcomed by several nations. Brenda Nong with details. Après plusieurs accords rompus dans les affrontements intenses, un autre accord de cessez-le-feu a une fois encore été conclu le 31 juillet 2024 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Obtenu au moyen de la médiation de l'Angola, ce nouvel engagement vise à faire taire les armes à partir de minuit le 4 août 2024 dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23 soutenue selon les autorités congolaises par le Rwanda. Lors de cette rencontre, le président congolais Tshisekedi a mis un accent sur sa volonté d'arrêter les tensions entre Kinshasa et Kigali. Il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Et c'est pourquoi je m'étais dit je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années. Le dit accord a été signé au cours d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Une décision qui a d'ailleurs été saluée par plusieurs chancelleries occidentales, entre autres l'ONU, la France, le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell. À côté de celle-ci, bien de citoyens soutiennent également l'initiative prise par le président congolais Tshisekedi. Avec cette mesure qui vise le Rwanda, nous soutenons notre président Tshisekedi pour avoir accepté de leur donner la dernière chance pour dialoguer avec eux. Parce que pendant longtemps, il a refusé de négocier avec le M23. Si cette trêve a réjoui certains, elle ne convient pas totalement à d'autres. La déclaration de cessez-le-feu par Rwanda, pour moi, c'est une distraction. Parce que ce n'est pas la première fois que nous entendons ces mots cessez-le-feu. Plusieurs fois, on a déjà annoncé, il n'y a pas de solution. Bien que les avis soient mitigés après signature de cet accord, il reste tout de même important dans le processus de paix en République démocratique du Congo. The decision to sign the ceasefire agreement between Rwanda and the Democratic Republic of Congo has been welcomed by many Congolese citizens in Kinshasa. Some of their reactions in this report done for us by our correspondent in the DRC, Yves Mayele. La rencontre de deux ministres des Affaires étrangères, celui de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, sous la médiation du ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola, depuis le début de la semaine porte ce fruit. Ce mercredi 31 juillet, les deux parties prenantes sont tombées d'accord pour un cessez-le-feu dans la partie est de la République démocratique du Congo à partir du dimanche 4 août à minuit. À Kinshasa, nous avons rencontré Maître Shadrack Mikaï, président national de la Ligue de jeunes du parti Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, qui accueille à bras ouverts cette décision. Ce sont des contenus que je viens de citer. Je crois que le chef de l'État, garant de la nation, et j'appelle aussi à la sagesse de ses collaborateurs, qui sont dans le gouvernement, le ministre de la Justice et des Droits humains, le ministre de la Défense, à aider, au-delà de ses conseillers privés qu'il a, à aider à ne pas fournir ce genre de discussion pour ne pas revenir dans ce que lui-même a dit, des erreurs du passé. C'est vrai que la guerre, ça a duré plus d'une décennie. Ce n'est pas, pour terminer, ça, ce n'est pas un verre d'eau à boire. Hein. C'est quand même un océan. Et nous voyons ces efforts matin, midi, soir. Nous appelons encore à sa sagesse à bien être strict, à bien faire les castings, à être dur avec nos services, nos différents services de renseignement. Aussi avec l'autorité qui les dirige, l'autorité politique qui les dirige, à bien faire un travail et
à limiter cette guerre progressivement. Il a notre soutien, par morale, par des campagnes d'évangélisation et des prières, il a aussi notre soutien. Cette fois-ci, espérons que la paix pourrait revenir dans la partie est de la République démocratique du Congo qui connaît des atrocités depuis Béliré. Le conflit qui oppose le Rwanda au M23 et à la RDC s'est enlisé depuis quelques années. Quelle est la genèse et surtout la pomme de discorde de cette brûle? Paul Inès Otto, ici, tente de répondre. Les rapports entre le Rwanda et la RDC sont tendus. Depuis plusieurs années, l'Est de la RDC vit dans la terreur, traqué par les forces du M23. La zone d'ombre à éclaircir est de savoir ce qui oppose réellement les deux États voisins. À l'origine du conflit, une faction de rebelles dénommée M23 tente de s'accaparer l'Est du pays depuis déjà de nombreuses années. Le Nord Kivu devient donc la cause de la première guerre entre le Rwanda et la RDC. Plus encore, lorsque Laurent Kabila, soutenu par Paul Kagame, détrône le président Mobutu. Après son accession au pouvoir, Laurent Kabila lui aussi se retourne contre son ancien allié, le Rwanda, et enclenche une guerre afin d'exterminer les Hutus, présents dans le Kivu, occasionnant la deuxième guerre entre 1998 et 2003. Autre pomme de discorde, le sous-sol du Kivu, extrêmement riche en or, en diamants, en coltan pour ne citer que cela. L'on se souvient qu'en 2013, les forces opérant dans le Nord Kivu avaient été neutralisées et démobilisées. Pourtant, quelques années après, la guerre reprenait son cours. La RDC accuse le Rwanda d'approvisionner le M23 en armes afin de maintenir les hostilités et d'appauvrir le sol de ses richesses. Vous voyez que ce sont les bords des Rwanda Defense Force. Nous avons récupéré tout ça lors de nos batailles. Ça, ce sont des casques utilisés par les unités spéciales des Rwanda Defense Force. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré toutes les nombreuses accusations, Kigali, par la voix de son président, les a toujours refutées. Rwanda and Congo. En comparaison, le Rwanda et le Congo, il y a pour le Congo beaucoup plus de rapports avec ces gens que le Rwanda, et c'est pourquoi ces gens font beaucoup attention lorsqu'ils essayent de trouver la solution au problème du Congo. Malgré cet imbroglio, des accords de cessez-le-feu ont été envisagés par les deux États pour un retour à la sérénité. Between Rwanda and the Democratic Republic of Congo, the M23 movement plays a major role in the conflict in eastern DRC. Who are the M23 and what do they want? Get your answers in this report. The M23 or March 23 movement emerged in 2012, formed by former members of the National Congress for the Defense of the People or CNDP. The group takes its name from a March 23, 2009 peace agreement between the CNDP and the DRC government, which M23 claims was never fully honored. Primarily composed of ethnic Tutsis, the M23 has been accused of receiving support from neighboring Rwanda, although Kigali denies these accusations. Leaders like Sultani Makenga and Bertrand Bisimwa have been at the forefront of the group's activities. Initially, the M23's demands centered on the proper implementation of the 2009 peace agreement, calling for better integration of their forces into the Congolese military and political reforms to protect Tutsi communities. However, their activities quickly escalated, aiming to control resource-rich areas in the eastern DRC, particularly North Kivu province. After being defeated in 2013, the M23 has seen a resurgence in recent years, leading to renewed violence and significant displacement of civilians. Attacks on villages have caused deaths, injuries, and mass displacements
disrupting local economies and access to essential services. The Congolese military has launched operations to combat M23, but efforts are often hampered by issues within the military itself, including corruption and inefficiency. Meanwhile, the United Nations MONUSCO mission has been involved in peacekeeping, though challenges remain. As regional tensions rise, accusations against Rwanda and Uganda for meddling further complicates the situation. Peace talks have been attempted, but lasting solutions remain elusive. In the DRC, they remain deeply concerned by the renewed escalation of hostilities in the eastern part of the country. They reiterate their call for the M23 group to cease its offensive and to respect the Luanda roadmap. As Congo commemorates its independence, the pressing question remains: when will peace and stability return to this troubled region? Les morts de la guerre en RDC se comptent par millions sous le regard de la communauté internationale qui reste inactive. Des promesses de l'Union européenne sur l'aide humanitaire sont de peu de valeur et longues, comme Colombe Bekatal s'interroge sur la raison de ce silence. Le conflit qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda par l'entremise du mouvement du M23 est très lourd de conséquences. Rendu en 2024, il reste à faire une estimation de personnes mortes si le rapport du Comité international de secours datant de 2008 faisait déjà état de plus de 5 millions de morts. Il n'est pas trop tôt pour autant que faire se peut qu'un accord de cessez-le-feu soit signé les 30 et 31 juillet 2024. Une tragédie qui suit son cours au mépris de la communauté internationale, malheureusement. Comme vous le savez, la crise en RDC est l'une des plus graves, prolongée, persistante et négligée au monde. L'insécurité croissante dans l'est de la RDC, en particulier dans le nord Kivu, est profondément préoccupante. Et les violents affrontements entre le M23 et les FARDC, les forces armées congolaises, se sont intensifiés, entraînant de graves conséquences humanitaires et des déplacements massifs. L'on est à s'interroger sur le pourquoi de ce silence, alors que d'autres conflits dans le monde, qui ne font pas plus de victimes qu'en RDC, exacerbent les passions de ceux-là qui se définissent comme étant des gendarmes du monde. Ça donne plutôt comme une ironie de la part de l'Union européenne, par exemple, qui, par la bouche du président Macron en visite en RDC, promettait sans réelle conviction une aide humanitaire plutôt qu'une disposition quant à l'arrêt total de la saignée. L'histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif. C'est pour cette raison que la France sera le premier État à répondre à l'initiative de l'Union européenne. Il n'était pas surprenant alors que l'escale du président français à Kinshasa ne soit pas la plus souhaitée des Congolais. Nous avons manifesté contre le président français à cause de son soutien à l'armée rwandaise. Nous ne voulons pas de lui dans notre pays. Et malheureusement, nous avons été poursuivis par la police. De l'ONU qui pointe du doigt sur le Rwanda à tort ou à raison, comme le responsable de ce conflit, il est attendu des actions plus efficaces sur le maintien de la paix entre la RDC, le M23 et le Rwanda. In our info news, months after their exit from ECOWAS and a rupture in their relations with France, the transition in Niger, Mali and Burkina Faso is rather producing positive results. Did they therefore make the right decision in breaking ties with these European countries? Peter Golakuji answers this question. L'annonce est tombée le 28 janvier 2024. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, ces trois pays ont accusé la CEDEAO d'être inféodée à la France. Ceux-ci, voulant donc rompre tout lien avec l'ex-puissance coloniale, ont créé l'Alliance des États du Sahel qui aujourd'hui est confédérée. Il faut commencer à dire que la CEDEAO était le bras armé de la France. Lorsqu'il y a eu la crise dans ces pays, la France s'est appuyée sur la CEDEAO pour sanctionner, pour affaiblir ces pays. Vous ne pouvez pas être dans une organisation
qui fait tout pour vous anéantir. Donc la sortie de la CEDEAO est logique dans le contexte actuel. Je dois dire qu'ils ne sont pas sortis de la CEDEAO pour rien. La CEDEAO les a combattus. La CEDEAO n'a pas voulu qu'ils aient leur souveraineté. La CEDEAO a voulu les inféoder. La CEDEAO leur apporte quoi? Ils ont eu le temps de faire un bilan. Quand ils sortent de la CEDEAO, ils sont en désaccord avec la CEDEAO. Notons qu'à plusieurs reprises, les actions menées par la France ou même les États-Unis d'Amérique dans ces trois pays en proie au terrorisme n'auront pas suffi à repousser la menace djihadiste. Accusés d'exploiter, de piller et de rechercher l'intérêt personnel au détriment de la sécurité dans ces pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tourné définitivement le dos à ces puissances occidentales. Aujourd'hui, alors que les autorités en place dans les États du Sahel se sont tournées vers la Russie, les résultats sont plutôt probants, comme ils l'affirment eux-mêmes, et le Niger en est un exemple parfait. Ils ont eu le temps de faire le bilan. Et suite à ce bilan, ils ont estimé que rien n'avançait et qu'il était temps de rompre. Ils ont rompu, ils sont maintenant avec la Russie et c'est à eux de juger, c'est pas à nous de juger. C'est à eux de juger si quelque chose a avancé et si l'on s'en tient à ce qu'ils disent, je pense qu'ils sont dans le bon chemin. Et aujourd'hui, ils ont un élément comparatif qui montre à souhait qu'ils ont fait un choix qui était le meilleur. Tout le monde voit les résultats de la présence russe dans les pays du Sahel. Très rapidement, on s'est rendu compte que la France n'était pas venue pour en finir avec le terrorisme dans le Sahel. Elle a installé le terrorisme dans le Sahel, qui plus est, pour profiter de l'affaiblissement sécuritaire de ces pays pour continuer à les piller. En quelques années, on a bien vu que le problème de la sécurité dans ce Sahel se pose en termes d'appui sérieux et l'appui russe a montré que la situation s'améliore. La désapprobation des pays du Sahel vis-à-vis des Occidentaux est donc manifeste. Le rabrement de la France et des États-Unis dans leur territoire ont annoncé une nouvelle ère dans ces pays, alors qu'ils sont à présent responsables de l'avenir de leurs différents États, sans aucune mainmise occidentale. Le bilan est donc positif depuis lors, et à cet effet, l'on est en droit de se demander si le Niger, le Mali et le Burkina Faso n'ont pas eu raison de prendre ces mesures vis-à-vis de ces puissances occidentales. Au-delà de leur raison, il faut dire que c'est la seule solution viable pour l'Afrique. L'Afrique ne peut pas être indéfiniment un continent dans l'étau dirigé de l'extérieur. C'est l'unique voie du succès du développement de l'Afrique, c'est de se sortir de l'État, de la domination des Occidentaux et d'engager son processus uniquement en tenant compte de ses objectifs et de ses intérêts. Vous savez, depuis la colonisation, nous sommes avec la France, nous sommes avec les États-Unis, nous sommes avec l'Union européenne, et il y a d'autres pays qui étaient au même niveau que nous à cette époque-là, qui ont dû prospérer sans l'apport de la France ni des États-Unis. Je pense que le bilan a été fait depuis les indépendances pour constater qu'on peut garder notre souveraineté et que nous pouvons avoir des partenaires multiformes et la Russie fait partie de ces partenaires. Alors que les résultats semblent leur donner raison, il est tentant de se demander si les autres pays africains ne devraient emboîter le pas des pays du Sahel pour se libérer complètement du joug occidental et prendre en main leur avenir. La dynamique de l'Afrique de l'Ouest est en train de changer la mentalité des Africains qui comprennent que ce que l'on dit depuis, que ça l'Occident, l'Afrique n'existera pas, est exactement le contraire. Les pays du Sahel ont pris le devant. Il faut que les autres pays suivent. Ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain, c'est des choses qu'on prépare. La première chose, c'est de se mettre en symbiose avec son peuple. Parce que le peuple, c'est lui qui est souverain. C'est lui qui transmet la souveraineté aux dirigeants. Donc il faut savoir que c'est le peuple qui doit être en symbiose avec son administration et les choses iront mieux. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont donc la preuve aujourd'hui que seuls les Africains eux-mêmes détiennent les clés de leur liberté et de leur émergence. This was the news of the day. Thank you for watching and stay tuned to more programs on Global LTV.
Rudn Université, autrefois baptisée Université Patrice Lumumba, une des plus prestigieuses universités au monde. L'université russe de l'amitié des peuples accueille des étudiants venant de plus de 150 pays dans le monde. Déjà plus de 100 000 diplômés qui font valoir leur exposé partout dans le monde. Des centres d'apprentissage de la langue russe et de formation préparatoire des classes spécialisées du Rudn ouverts à l'étranger. Infoline, +7 499 936 87 87.